Bonsoir. Alors, pendant que tout le monde s'installe et en guise d'intro, avant même de me présenter sur le titre, je pense qu'avant tout, on peut parler de panel à mission. Quand on passe à l'heure de l'apéro à Marseille, qu'il faut réussir à tenir les gens encore une petite heure. Donc, on va essayer d'être le plus divertissant possible. La deuxième chose, vu qu'on parle d'impact, de mission, y a un petit sujet qui est qu'on est quand même 5 hommes blancs pour parler d'impact. Et en termes d'exemplarité, c'est pas fou, c'est pas exceptionnel. Donc, s'il y a des personnes de la gente féminine qui veulent s'incruster dans le panel, c'est possible. Ça rendra ma vie compliquée, mais je m'adapterai. Et sinon, je compterai sur vous pour poser les questions qui fâchent à n'importe quel moment du panel, parce que c'est aussi ça, d'être un peu plus inclusif. Donc moi, je m'appelle Xavier Diquet. Je suis en charge des partenariats au sein de So Good, qui est à la fois un groupe de médias et à la fois un festival qui se tient à Marseille, qui va se tenir pour sa deuxième édition les 19, 20 et 21 septembre prochains. Festival qui est justement très engagé et autour des thématiques de l'impact, et où la promesse, c'est quand même de faire venir les entreprises pour faire leur séminaire à Marseille à la rentrée, autour de nos 3 grandes valeurs que sont les 3 H, donc humain, humour et histoire. Et parce que nous, on considère qu'on peut quand même bien se marrer à parler d'impact et à essayer de changer le monde. Voilà, ça c'est pour le petit pitch So Good. Pour nos 4 panélistes, je vais vous laisser vous introduire les uns après les autres et en vous posant tout simplement 3 petites questions. La première qui est de dire qui vous êtes. En deuxième, de dire, pour présenter votre structure, quelle est la mission de votre structure. Alors, vous ne représentez pas forcément tous des entreprises à mission. D'ailleurs, je ne sais pas pour Crow-Correc, on n'est pas sur une entreprise à mission. Mais le hasard du calendrier fait que la semaine dernière avait lieu le congrès national de la communauté des entreprises à mission, où j'étais, où je participais. Et justement, il y a pas mal de choses qui ont résonné la semaine dernière, qui vont revenir cette semaine. Donc, on pourra en parler. Donc, ouais, quelle est la mission de votre structure ? Et puis, en fait, on va ensuite dérouler un petit peu qu'est-ce qu'on entend par sponsoring à mission, partenaire à mission, impact, etc. Tous ces termes. Je suis quand même allé voir dans le Larousse, parce que c'est vrai que derrière impact, on met beaucoup de choses. Vous saurez pour la petite histoire que l'impact au sens figuré, parce qu'il y a bien sûr l'impact comme ça, mais bon, ça nous aide pas trop. L'impact au sens figuré, c'est l'effet produit par quelque chose. On n'est pas sur de la définition hyper serrée, hein. On parle de contre-coup, d'influence. On va beaucoup parler d'influence ce soir. Comme synonyme, il y a le retentissement. Donc on va essayer de faire retentir vos propos ce soir. Et puis enfin, pour définir ce qu'est une mission, pareil, on peut dire beaucoup de choses derrière un terme comme mission. Pareil, le Larousse, hein, c'est toujours pratique. C'est une charge donnée à une personne physique ou morale ou une organisation d'accomplir une tâche définie. Donc avec ça, on va aller très loin. Et donc c'est pour ça que sans transition, je vais passer la parole à mes chers panélistes. Donc lancez-vous. Allez Nicolas, c'est vrai, c'est écrit en premier. Nicolas, c'est à toi. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc bonsoir tout le monde, merci d'être là, d'avoir tenu jusqu'à cette heure tardive. Mon nom donc Nicolas Mabi, j'ai eu moi la chance de travailler, même si je suis originaire de Marseille, un ancien STAPS de Marseille, j'ai eu la chance de travailler sur des projets internationaux, notamment la Coupe de l'América. J'ai fait, on va dire, mes années d'expérience en Suisse. J'ai fait le choix de revenir justement sur Marseille il y a maintenant quelques années, et ma mission, elle se fait notamment, j'ai plusieurs casquettes, mais elle va se faire notamment au niveau des Blue Stars de Marseille, donc un club de football américain principalement, qui intègre aussi une section cheerleading et une section flag football. On en reparlera un petit peu plus en détail. Et l'idée justement, c'est pas forcément de mettre les disciplines sportives en avant, mais plutôt les différentes actions assez impactantes que le club peut mettre en place. Donc dans la définition de l'impact, effectivement, souvent on a vu le sport, notamment associatif, comme un gros vecteur d'éducation, parfois même un lien avec la santé. Et l'idée, peut-être que c'est mes années à l'étranger aussi qui m'ont permis d'avoir cette vision-là. Mais l'idée, c'est d'aller bien au-delà et d'intégrer justement un impact qui soit au niveau de l'environnement, au niveau aussi de l'insertion, l'intégration, un petit peu tous ces mots-clés qu'on a pu aborder toute la journée ici.
et pour lequel justement le club va réellement cocher les cases à tous les niveaux. Et donc voilà, j'ai fait le choix de m'engager à leur côté pour les aider à se développer là-dessus. Ben merci. On y va, on continue on avec fait dans Guillaume. l'ordre de la slide. Bonsoir à tous, moi du coup c'est Guillaume Sarfati, je suis cofondateur de la société Act for Sport. Act for Sport, c'est une société qui permet de mettre en relation des marques, des sponsors, des annonceurs avec des associations sportives. En gros, nous on est parti sur le pari de se dire qu'il y avait un double constat. D'un côté, des associations sportives qui ont un véritable manque de finances, de besoins en équipement, etc. Et de l'autre, des annonceurs des marques qui ont de plus en plus envie de faire du local, de l'engagement, du RSE, du sociétal, du conversationnel. Je vous passe tous les super mots-clés marketing qu'on peut utiliser. Et donc, on a créé quelque chose qui permet de venir entre les deux, de permettre à des marques de venir soutenir des associations sportives avec un retour évidemment sur investissement, avec de la visibilité. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer, à développer Act for Sport. On travaille avec une vingtaine de grandes marques comme Groupama, Unibet. On travaille aussi avec des acteurs qui ont parlé aujourd'hui comme Nolt, etc. Donc voilà, nous aujourd'hui, on est véritablement cet acteur qui essaie de créer le lien entre les associations et les marques. Parfait. Tanguy, c'est à toi. C'est mieux. Parfait. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Tanguy Marzin. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Change Now. Si vous ne connaissez pas ce nom, c'est un événement assez massif qui a lieu à Paris chaque année, qui réunit 35 000 personnes. Et en gros, la mission de cet événement, c'est de structurer et d'accompagner tout le développement de l'écosystème de l'impact. La métaphore que j'aime employer, c'est un peu comme le CES de Las Vegas l'a fait depuis les années 2000 pour la tech. On a besoin de ces plateformes comme l'événement auquel on est aujourd'hui, où les gens vont pouvoir se connecter, collaborer, et c'est en fin de compte toutes ces synergies vertueuses si possible, qui vont se mettre en place et qui vont permettre le changement. Et donc, qu'est-ce que je fais sur un panel sport, parce que c'est pas vraiment le sujet de cette entreprise, mais mine de rien, en fin de compte, on a très vite vu qu'il y avait des ponts entre le sport et l'impact, le sport et la transition. Et donc, ça fait 3 ans que moi je pilote un programme qui s'appelle Sport for Change. Sport for Change, ça vise justement à travailler sur comment on décarbone le sport, comment on décarbone la pratique sportive, les événements sportifs, comment on le rend plus inclusif. Et au sein même de ce programme, donc, qui a lieu chaque année sur ce sommet, j'anime depuis 1 an avec François Singer une initiative qui s'appelle le Sport Sponsor Climate Pledge. On va en parler plus en détail, mais dans l'idée, c'est comment on crée une corrélation finalement entre la performance environnementale d'un club, d'une fédération, d'un événement sportif, et finalement le financement qui va lui être attribué. Et donc, je suis ravi d'être là ici pour parler sur ces nouvelles pratiques de sponsoring. Super. Bon, et Mathieu, le dernier larron. Bonsoir à tous. Et bien, en tout cas, merci et puis bravo aux équipes du World Trade d'avoir organisé cela en un temps record, puisque sur une année en plus olympique, organiser un événement sportif, c'est jamais simple. Donc bravo à eux. Alors on se dit, ça y est, c'est l'expert comptable qui prend la parole, donc il va nous parler de la loi Pacte, pourquoi c'est une société à mission, ça veut dire quoi impact, CSRD, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. Donc nous, on est une société d'expertise comptable, commissariat aux comptes, domiciliation, assurantielle. Donc en gros, chaque fois qu'on bouge une oreille, il y a une autorité de tutelle qui nous dit vous pouvez faire ou ne pas faire. Pour autant, quand on a décidé de travailler sur la notion de sportive, elle est d'abord duelle. C'est que en fait, depuis plus de 10 ans, on a notre propre fonds de dotation. Et d'ailleurs, on s'est fait piquer le nom, donc il faudra qu'on en reparle. Mais on a un programme qui s'appelle Sporting for Change depuis 5 ans. Alors heureusement, c'est pas là-dessus. Puisqu'il fallait un peu d'animation, donc on va lancer l'animation. Mais on travaille sur les notions de handicap et d'inclusion, en disant le sport peut être un des facteurs d'inclusion et changer le regard de l'autre, notamment vis-à-vis de la jeunesse, mais pas que, en disant finalement, quand ma fille fait du judo avec des copains qui ont ce qu'ils appellent un handicap visible ou non visible, en fait c'est juste des copains de judo. Et après, on changera le regard et en fait, on travaille sur des temps qui sont extrêmement longs. Donc, notre mission à nous, c'est de dire, on a d'abord une mission régalienne, expertise, audit, etc. Mais pas que, on doit être un acteur du territoire et on doit être un acteur du territoire dans toutes ses facettes, à la fois dans la connaissance qu'on doit avoir du territoire, mais aussi dans une volonté de dire, tiens, si je travaille aujourd'hui avec un cabinet comme Crofi Correct, c'est parce qu'ils sont dans une
dans des valeurs, dans une vision d'entreprise qui est un peu différente. Ils sont d'abord bons dans ce qu'ils font, mais ensuite, ils peuvent faire un petit peu plus. Ok, parfait. Ben, merci à tous les quatre. Et puis peut-être Mathieu, pour t'éviter d'avoir à le dire, je vais prendre la partie loi Pacte, comme ça au moins ça sera posé. Donc sur les entreprises à mission, ça a été... il y a des structures qui existent comme les entreprises à mission depuis longtemps, mais ça a été formalisé par la loi Pacte, qui est une loi française, et c'était un peu une innovation mondiale en termes de loi. Elle date de 2019. Et à ce jour, je suis allé vérifier tout à l'heure, il y a 1623 entreprises à mission en France, une petite centaine en région PACA. Et pour bien placer le débat, il y en a a priori 38 en 2023 qui sont dans le secteur culture, art, activités de loisirs, qui comprend aussi le sport. Donc bon, sur la partie entreprise à mission dans le sport, il y a encore un peu de marge. Je pense qu'on va pouvoir avancer. Et pour commencer un peu ce débat ou cette table ronde, on va d'abord commencer par la partie sponsoring et partenariat, un peu d'un point de vue générique, et on ira dans l'impact un peu plus tard. Mais je vais commencer par toi, Guillaume. Quand on parle sponsoring, on pense tout de suite sport professionnel, on pense aux détenteurs de droits, les grandes ligues, que ce soit le CIO, on arrive en année olympique ou très proche des Jeux, la FIFA, on pense aux clubs professionnels, Olympique de Marseille, on pense aux athlètes, mais on ne pense pas très spontanément au sport amateur. Et donc moi, ma première question pour toi, finalement, c'est qu'est-ce que les annonceurs, parce que tu le disais dans ton intro, tu fais un peu le lien avec des marques, des grandes marques et des annonceurs, qu'est-ce qu'ils viennent chercher finalement quand ils bossent avec vous? Je te remercie pour ta question. En fait, nous, pour la petite histoire, moi, je viens absolument pas du milieu du sport. Je suis complètement issu du milieu des médias et de la publicité. Et en fait, c'était plus la réponse à un besoin plutôt que de se dire que ça correspondait à un modèle qui existait déjà dans le sponsoring. La réalité, c'est qu'on a fait le constat qu'il était plus qu'évident que les marques allaient forcément adorer pouvoir travailler comme ça en local en ayant un seul point de contact, puisque notre force aujourd'hui, je prends l'exemple le plus criant, un de nos plus gros clients, c'est Big Mat. On travaille avec eux dans 7 pays d'Europe. On a une seule personne à l'international qui gère tout le dispositif. Je vous laisse imaginer, sponsoriser 400 clubs dans 7 pays d'Europe, combien de chefs de projet il faut dans une entreprise pour le faire. Donc, en fait, on a simplement capté qu'on répondait à un besoin. Et après, effectivement, une fois qu'on a commencé à se poser toutes les questions, on a comparé notre modèle à celui du monde pro. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait répondre à des KPIs, mais à des KPIs qui sont simplement extrêmement différents. Quand on va venir sur le sponsoring d'un club pro, eh bien on va chercher des valeurs déjà d'ultra-médiatisation. Un club qui va jouer la Ligue des Champions, c'est une visibilité internationale énorme, c'est télévisé, etc. Nous, on va venir sur des médiatisations ultra-locales. Les valeurs de compétition qu'on va trouver dans le pro, nous, on va être sur de l'entraide, sur toutes les notions qu'on va pouvoir avoir dans la communauté en local, etc. Donc, en fait, finalement, plus on se compare au sport pro et au sponsoring du sport pro, plus on se rend compte qu'on est ultra complémentaires et pas du tout différents. Ok, je continue un peu comme ça sur les questions qui interpellent. Et là, je me tourne vers toi, Mathieu, parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas nécessairement à voir quelqu'un représentant un cabinet d'audit ou de commissariat aux comptes venir à un panel sur le sponsoring ou sur le sport en général. Et tu en as déjà un petit peu parlé dans ton intro, mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui vous a fait aller vers le sport et nous expliquer pourquoi c'est aussi important pour vous. Alors, il y a plusieurs enjeux dans le sport pour nous. Le premier, c'est que on a toujours eu une culture sportive au sein du cabinet, avec une volonté de penser la qualité de vie au travail, le bien-être, par le sport, pas que. On a des sessions de massage tous les mois, on a travaillé sur la nutrition, puisque pendant le Covid, par exemple, on a fait des vidéos avec le chef étoilé Ludovic Turac pour parler de nutrition à nos collaborateurs, avec une capacité à leur dire, notamment chez les jeunes, comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez travailler avec ce que vous avez dans votre frigo pour venir au travail ou manger un peu plus correctement, un peu plus sainement en un quart d'heure. Donc en fait, cette trajectoire-là de dire il faut faire du sport, on l'a intégré de manière native au sein du cabinet. Après, c'est devenu une practice aussi où on a des clubs de sport professionnels. Donc on est aussi un reflet aujourd'hui de la verticale sportive que l'on a. Et ensuite, on est en train de toucher du doigt deux nouvelles approches. La première, c'est quand même que le fait de mettre une stratégie sportive au sein du cabinet entraîne une vision un peu différente de la part des collaborateurs. La première, elle est de se dire,
tu en parlais tout à l'heure, il y a des valeurs d'entraide, il y a des valeurs aussi de progression, il y a des valeurs aussi sur le fait de savoir se faire mal, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on a des courbes de progression, on a des courbes d'apprentissage, et le sport, c'est aussi de se dire à un moment donné, c'est quoi ma trajectoire, il va falloir que je m'entraîne. Ben, dans notre métier, c'est pareil, il faut s'entraîner pour demain être encore plus performant. Et on est allé un tout petit peu plus loin aussi depuis l'année dernière, parce que avec un de nos partenaires, le Cercle des nageurs, on a décidé d'intégrer une verticale en disant, nous, vous le savez, notre point d'orgue, c'est ce qu'on appelle la période fiscale. C'est-à-dire d'avril à mai, ou d'avril à juin, ou de janvier à mai, peu importe après la typologie de clientèle que l'on a, nos collaborateurs doivent être le plus performants possible. Comment est-ce qu'on peut intégrer psychologiquement le fait d'être préparé mentalement à ce que chaque année, il faut qu'on ait nos Jeux Olympiques. Donc en fait, avec le Cercle des nageurs, on a ouvert un programme en disant, pour nos collaborateurs, on va préparer mentalement, physiquement, et avec des tests aussi avec des médecins, pour que de janvier à mai, nos collaborateurs se préparent comme si c'était des Jeux Olympiques. Et à partir de là, on a changé un paradigme chez nos collabs, c'est de dire, en fait, une période fiscale, oui, ça se prépare, mais ça se prépare en amont, ça se prépare effectivement dans la qualité de travail. On va voir nos clients en octobre, en novembre, en décembre, tous les mois, peu importe après le rythme qu'on peut avoir. Mais c'est d'abord aussi une préparation qu'on doit avoir avec soi-même. Et cela, c'est quelque chose qu'on a fait là depuis cette année. Ça marche super, super bien. On a des premiers bons retours. Il faut qu'on continue. Donc, on l'a fait sur un petit panel. Aujourd'hui, on l'a fait sur une dizaine de collaborateurs. Sur un cabinet, nous, on est 130. Ça marche bien sur 10. On se dit maintenant, il va falloir qu'on arrive à le reproduire pour ceux qui veulent, sur l'ensemble de nos collaborateurs. Et la dernière étape, c'était aussi d'intégrer des sportifs, parce qu'on s'aperçoit que les sportifs qu'on a intégrés depuis quelques années au sein du cabinet, la première, c'était une judokate qui avait fait les JO de Rio. Elle venait de Paris, elle connaissait rien au métier de l'audit, elle avait une super formation technique à la base, elle venait de la banque. Par contre, elle a attaqué le métier en venant à Marseille, puisqu'elle a fait un suivi de conjoint, elle a attaqué le métier de l'auditeur comme si c'était des JO. Et en fait, en une année, c'était une tueuse. Elle était extrêmement performante parce qu'elle a intégré les valeurs du sport et ce qu'elle a appris tout au long d'une vie sur les notions d'entraînement, de répétition, de cadencement, d'aller s'informer auprès des autres, de curiosité. Et elle a reproduit ça dans le milieu de l'entreprise. Avec ses valeurs, il n'y a pas eu de sujet sur la notion qu'on pourrait dire de judo, qui est parfois un sport individuel, mais en fait, comme elle a fait les JO, elle a une notion de collectif, même dans un sport individuel. Et cela, on l'a reproduit, parce qu'on a eu cette personne-là en judo. Pareil, avec le Cercle des nageurs, on a intégré notre premier nageur de haut niveau, puisqu'il a été vice-champion de France, il a eu des super résultats. Malheureusement, à 2 centièmes près, il ne fait pas les JO de Paris. Et donc, il a intégré notre équipe, même sujet. Quelqu'un qui a un super background technique, qui malheureusement, dans le cadre de sa formation ou en tout cas de son parcours professionnel ou sportif, ce sont des personnalités qui ont très peu d'expérience professionnelle, mais qui ont un super parcours. Et donc, on l'a intégré, nous, en janvier, en disant, ce qu'on dit à tous les nageurs, on leur dit, honnêtement, on veut vous voir le plus tard possible chez nous. Pour autant, quand ils doivent arriver chez nous, ils doivent avoir un parcours. Et donc, on l'a intégré en septembre. Même sujet, il est arrivé en septembre, avec un parcours académique, avec un parcours sportif. Et là, 9 mois après, c'est un super professionnel qui a entamé une saison d'audit en disant c'est une nouvelle compétition, il faut que je l'aborde en étant préparé. Et ça marche super, super bien. Ok, et donc ce qu'on voit avec cet exemple, et là je vais me tourner vers Nicolas, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher dans un partenariat. Toi, tu es sur un sport qui, par définition, est moins médiatique, moins pratiqué, donc moins visible. Et finalement, je te pose un peu la même question qu'à Guillaume. Qu'est-ce que vos partenaires viennent chercher? Donc là, on avait un exemple aussi avec Mathieu sur le cercle des nageurs, donc, où clairement, ce n'est pas de la visibilité qu'on vient de chercher, c'est plein d'autres choses. Et vous, du coup, chez Blue Star, qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que les gens viennent chercher chez vous, les annonceurs, les partenaires que vous avez? Bon, mais complètement, moi je partage le point de vue effectivement de Guillaume là-dessus. Nous, la médiatisation, la visibilité, elle est minime pour pas dire inexistante.
Moi-même, aujourd'hui, je parle beaucoup des Blue Stars dans mon quotidien, mais c'est vrai que c'est un club que je ne connaissais pas du tout il y a encore 5 ans avant le Covid. Pour moi, le foot américain dans la région, pour ceux qui connaissent, ça se passait plutôt au niveau de Aix. Puis en fait, ça fait une décennie, malheureusement, pour les Aixois, que la roue a tourné. Les performances sportives sont beaucoup plus présentes sur Marseille aujourd'hui. On a des jeunes issus du centre de formation qui partent outre-Atlantique choper des bourses. Et malheureusement, dans nos médias traditionnels, on va très peu, voire trop peu en entendre parler. On parle souvent de foot américain et on voit le côté très testostéroné malheureusement de nos joueurs. Et là aussi, le club intègre une vraie diversité de profils avec une section 100% féminine en cheerleading, avec des pratiques mixtes. Et en fait, nous, nos partenaires, parce qu'on parle plus de valeurs que de football américain, vont venir s'associer sur des partenariats beaucoup plus qualitatifs que quantitatifs. Ils vont vraiment chercher à mettre en place du relationnel, à toucher la diversité marseillaise dans toute sa splendeur. Il suffit de venir voir un match pour comprendre la diversité de cibles qu'on peut toucher. Et puis d'un seul coup, là aussi, avoir, on va dire, un contenu de qualité. Nous, on va beaucoup jouer sur nos propres réseaux sociaux, auprès de nos propres communautés. On va chercher des partenaires qui eux-mêmes vont s'impliquer aussi pour relayer leurs paroles. Et derrière, on va s'adapter à chaque fois au KPI de chacun de nos partenaires pour essayer de les satisfaire en mieux. Pendant longtemps, le sponsoring était perçu comme presque un chèque en blanc. On recevait une somme d'un partenaire, on revenait se voir en fin d'année, savoir s'il était content. Éventuellement, le sponsoring était synonyme de logo, de visibilité autour d'un terrain. Et c'est vrai que ça, malheureusement, si on se limitait à ça, on pourrait vraiment pas aller bien loin dans la relation partenariale. Donc l'idée, c'est des échanges réguliers, ne pas s'appuyer que sur du sportif. Notre calendrier sportif est assez léger. Donc là aussi, on vient suppléer un petit peu à l'image des business clubs, des BNI, avec des rendez-vous business régulièrement, avec des à côté, des choses un peu plus concrètes qu'on pourra détailler un petit peu plus tard. Et on s'en rend compte que les partenaires restent sensibles à ça, puisqu'ils sont fidélisés, ils renouvellent les engagements, certains s'investissent un peu plus. Et derrière, la visibilité, on commence à la voir, la notoriété, on commence à la recevoir. La preuve, c'est que je suis là face à vous aujourd'hui et c'est pas anodin. Donc voilà, on reste sur du relationnel et j'insiste vraiment sur le qualitatif beaucoup plus que le quantitatif. On a aujourd'hui une vingtaine de partenaires et on fait en sorte qu'ils deviennent nos prescripteurs tout simplement, plus que juste un signataire sur un contrat tout simplement. Ok. Et pour poursuivre avec Tanguy, tes 3 co-panélistes ont pas mal parlé de valeurs. Historiquement, on sait que le sport était souvent associé aux valeurs sociétales, aux valeurs sociales. On parlait d'inclusion, on parlait un petit peu d'éducation. Mais c'est vrai aussi que par comparaison, l'aspect environnemental était un peu le parent pauvre pendant longtemps. Le secteur sportif est même plutôt en retard et on pourrait aussi en parler d'un point de vue réglementaire par rapport à d'autres secteurs, d'autres industries. Donc, en nous introduisant à la fois le Sport Sponsor Climate Pledge et toi, ce que tu vois de cette expérience qui a maintenant débuté il y a 18 mois, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer, est-ce que c'est ce retard ou ce qui vous a poussé à partir dans cette initiative et ensuite nous décrire un petit peu ce que c'est et ce que ça implique d'un point de vue partenariat? Ouais, tout à fait. Merci Xavier. Et je trouve que le panel d'avant a parfaitement introduit aussi ces notions. Je pense que le sport s'est positionné assez rapidement sur tout ce qui est inclusion. Des Nike, des gros acteurs du sport ont pris la parole. Et peut-être que l'écologie et l'impact, c'est encore le sujet qui n'a pas été pris à bras-le-corps par ces acteurs-là. Et donc, je pense que la première motivation qu'on a eue pour justement s'impliquer dans cet écosystème-là, c'était un peu le retard qu'on percevait, le retard des organisations, le retard aussi des acteurs du sport. Nous, chez ChangeNow, on bosse aussi avec plein d'écosystèmes, l'écosystème du cinéma, etc. Et en fin de compte, on n'a pas encore un Leonardo DiCaprio dans le sport qui prend la parole sur ces sujets d'impact, ni un Matt Damon qui crée un fonds pour investir dans des solutions impact. Donc il y a ça. Et puis de l'autre côté, ce qui est absolument frustrant, c'est que le sport a une audience phénoménale. Et en fin de compte, pour aborder des transitions et pour travailler sur des transitions, c'est fondamental que les messages soient portés à des larges audiences. Et donc c'est un peu ces deux constats qui nous ont poussé à faire émerger ce pledge. Et aujourd'hui, ce pledge, qu'est-ce que c'est? C'est juste une manière de concrétiser de l'action, de créer un élan dans le monde sportif et donc de corréler le financement des sponsors envers les ayants droit à une performance environnementale. Donc en gros,
pour simplifier un peu ce mécanisme, parce qu'il est assez complexe, il touche au contrat de sponsoring. Mais l'idée, c'est de dire, on te verse 80% ou 90% de ton financement à la signature du contrat. Par contre, il y a 10% de ce financement qui va être retenu en fonction des performances que tu vas mettre dans ta démarche environnementale, dans ta démarche de réduction carbone. Donc ça, c'est l'aboutissement de ce pledge. Et en fin de compte, ce que ça vient faire émerger, c'est la notion d'audit, c'est la notion de certification par un tiers, qui sont aujourd'hui des actions assez, on va dire, communes et connues de l'écosystème corporate, de l'écosystème des entreprises, sauf que dans le sport, avec François, je pense qu'on l'a constaté là depuis un an, la méthodologie par exemple pour calculer l'empreinte carbone d'un club d'envergure, elle n'existe pas encore, de prendre vraiment toutes les nomenclatures qu'a un club, que ce soit le merchandising, les droits TV, même les classes jeunes, etc. C'est terriblement complexe. Et c'est peut-être le premier step. Donc en fin de compte, ce pledge, il tend vers cette mécanique de rewarding, de récompense. Mais ce qui vient surtout initier, c'est l'audit, la certification, commencer à mesurer, à mettre des objectifs de réduction. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que c'est Tanguy qui a lourdement insisté pour qu'on ait Mathieu qui soit au panel, pour qu'on parle beaucoup de certification ce soir. Surtout et pourtant, il n'est pas client. À 19h, c'est toujours important. Mais peut-être pour maintenant rentrer un peu plus profondément dans les sujets d'impact, moi, ce que je trouverais intéressant, et je vais repartir avec toi, Nicolas, parce que justement, tu le disais toi-même, clairement, la médiatisation n'est pas le point fort du football américain, mais en même temps, dans les relations que vous créez avec vos partenaires, vous avez besoin de médiatiser l'impact. Et donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu concrets de choses qui vous permettent aussi de médiatiser cet impact et de faire différemment, parce que, par définition, vous êtes un sport plus niche, et que c'est pas ça que vous vendez, c'est pas l'audience naturelle du sport que vous vendez. Alors, bien sûr, des exemples concrets, on essaye d'en avoir tout au long de l'année. Nous, on a un calendrier sportif qui est très limité. Il commence en février, il termine là au mois de juin. Et vous imaginez bien que pour un sponsor, c'est compliqué de pouvoir communiquer sur simplement 4 mois d'activité. Donc, on va avoir en fonction du calendrier, justement, des points importants. Une journée symbolique qui était importante à une époque pour nous, c'était la lutte mondiale contre le HIV. Une journée de sensibilisation qui se faisait généralement le premier week-end du mois de décembre. Et il se trouve que parmi nos partenaires, on a les laboratoires Innovi. Et voilà, c'est un sujet qui a disparu un petit peu de l'actualité, en tout cas des médias traditionnels. Et typiquement, nous, on n'a pas hésité cette année encore à mettre en place une OP où effectivement, on va être sur de la communication très marginale. On ne va pas être repli dans les médias principaux, mais on va venir donc au laboratoire, on va faire des shootings où nos joueurs en tenue, nos joueuses vont justement se faire tester et on va relayer ça sur nos propres réseaux. Alors on va pouvoir imaginer qu'on communique entre nous et en fait cette visibilité elle va être relayée et typiquement le lendemain matin on va voir que d'autres clubs ont pris le pas aussi, ont joué le jeu, se sont inspirés de ce qu'on a pu faire et vont ainsi communiquer sur des sujets qui au final n'ont rien à voir avec notre cœur de métier qui est la discipline sportive, mais qui va permettre que ce soit pour les partenaires, les adhérents, d'avoir là aussi un petit rappel que cette maladie existe toujours, qu'il faut faire attention. Et en ça, justement, le club, il trouve son compte, les partenaires aussi. Il y a tout juste une semaine, on s'est associé avec le Grand Bleu, qui est une association marseillaise qui aspire à justement donner des cours de natation et à assurer des opérations de nettoyage du littoral. On s'est naturellement greffé à eux. On communique là-dessus et typiquement, j'ai un partenaire qui, parce qu'il a vu qu'on faisait ce genre d'OP, vous a dit, moi je renouvelle, mais par contre, vous faites le clean-up day au mois de septembre. C'est moi qui chapeauterai ça et je serai là pour vous aider. Donc ça fait clairement partie de notre stratégie. Tous ces aspects-là, on va jouer sur l'inclusion professionnelle avec des soirées en partenariat avec des associations de quartiers. Il faut savoir que nous, on est basé quand même dans le 13-14e. Ce n'est pas les quartiers les plus privilégiés de notre ville. Et donc, on va accueillir le temps d'une soirée des jeunes qui vont découvrir une pratique sportive avec nos partenaires qui aussi vont mouiller un petit peu le maillot. Ce sera une initiation typiquement gratuite. Et à l'issue de ça, on va se prendre un petit moment autour d'un verre pour pouvoir analyser les CV, nous qui avons l'habitude d'en créer, d'en recevoir, d'en analyser. Et puis ces jeunes qui sont souvent parfois esseulés, voire isolés, et qui d'un seul coup ont un vrai bol d'air à travers ce sport qu'ils ne connaissaient pas ou peu. Certains vont même parfois devenir licenciés derrière. Et là aussi, on va avoir des partenaires qui vont nous dire que le foot américain, c'est sympa, ils ne viennent même pas au match. Par contre, cette soirée-là, où en fait, ils vont pouvoir créer un lien avec 2-3 jeunes de quartier, c'est ce qui va derrière leur permettre d'un seul coup de savoir pourquoi ils se lèvent dans leur activité.
Il faut savoir aussi qu'on ne cible pas dans nos partenaires que des groupes internationaux. On a clairement des artisans, des entrepreneurs très locaux qui malheureusement parfois n'ont pas les moyens de soutenir des projets sportifs dans la région, puisqu'on connaît le grand frère qui prend beaucoup de place et qui là aussi demande parfois beaucoup de zéros sur les investissements. Nous, on arrive un petit peu en complément de tout ça, en solution, pour permettre à des acteurs économiques de s'engager dans le tissu local à travers peut-être une discipline qu'ils ne connaissent pas, mais des valeurs qu'ils partagent et des résultats surtout. Donc voilà. Et peut-être pour rebondir, là je me tourne vers toi Guillaume, parce que quand on a préparé ce panel, tu m'avais dit justement que vous, les annonceurs, ils venaient avant tout chercher de la visibilité, mais ils venaient aussi chercher des belles histoires. Donc finalement, ça fait un peu écho aux Blue Stars. Et donc, est-ce que toi, tu aurais deux belles histoires à nous raconter qui montrent aussi la dimension qui va au-delà de la visibilité et de tout l'aspect technique que tu as expliqué, où vous amenez une solution qui n'existait pas finalement sur le marché, mais ce n'est pas qu'un moyen technique de toucher plein de gens en super local, il y a aussi les histoires qui vont avec. En fait, la différence que nous, on va avoir avec un seul club qui va pouvoir avoir ces initiatives en local, c'est que nous, on représente des milliers de clubs en même temps. Et c'est du coup assez complexe de faire valoriser ça vis-à-vis de l'annonceur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une thématique qui va plaire à l'annonceur. On va essayer de la trouver communément. Et on va avancer avec cet annonceur pour mettre en avant les initiatives qui vont être prises par certains des clubs qu'on va avoir dans nos opérations. Il faut savoir que le club de sport amateur aujourd'hui représente un des derniers viviers de vie commune qu'on peut avoir en ville et en village. Je ne vais pas extrapoler, mais on va de moins en moins à l'église, etc. Et en fait, si on veut se retrouver tous ensemble autour d'un événement, c'est très souvent le club de sport. Qu'on soit avocat, médecin, chômeur, fonctionnaire, etc. On est tous sur un pied d'égalité quand on est en maillot sur chaussette. Et c'est en ce sens qu'il y a des valeurs qui sont incroyables au sein des clubs de sport. Et ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus, il y a des initiatives qui sont prises par ces bénévoles pour être acteurs de leur vie locale. Donc ça passe par l'intégration des handicapés par le sport. Hein. Nous, on a fait quelques reportages, notamment avec Groupama dans le cyclisme, où justement il y avait 3 clubs qui intégraient des handicapés en leur apprenant à faire du vélo, mais surtout en leur apprenant à faire du vélo avec les cyclistes du club. Donc il y a une vraie notion d'entrepreneuriat, d'intégration, pardon. On travaille aussi avec des clubs qui sont très portés sur l'écologie. On a beaucoup de clubs qui vont partir courir dans la forêt et ramasser les déchets, qui vont aussi sensibiliser tout simplement, on ne se rend pas compte parce qu'on habite dans des grandes villes pour la plupart d'entre nous, mais parfois les explications sur le tri, qu'au club il y ait les 3 poubelles avec toutes les descriptifs, etc., ça peut permettre d'apporter un côté éducatif à des gens qui n'ont pas forcément ça. Et un autre point aussi sur lequel je suis très attaché et qui fait écho un petit peu à la conférence juste avant, c'est l'aspect éducatif. Aujourd'hui, le club de sport amateur est le 3e lieu d'éducation de nos enfants, après les parents et l'instit, et on n'écoute pas du tout de la même manière le coach et le bénévole qu'on va écouter ses parents ou son instituteur, parce que la notion de hiérarchie n'est pas du tout la même. Et donc, il y a des clubs qui vont faire un énorme travail sur cet aspect soutien scolaire, avec des enfants qui vont, s'ils veulent jouer le samedi, il va falloir qu'ils viennent le samedi matin au soutien scolaire. Et du coup, ils vont comme ça bosser et pouvoir potentiellement s'en sortir. Alors moi, j'ai été bénévole dans une association comme ça, dans un club de rugby. Et c'est assez extraordinaire de voir que les minots qui viennent en début de saison et qui sont sincèrement perdus pour la patrie, à la fin de la saison, on réussit à récupérer un petit... Alors je ne dis pas que c'est 100%, mais si à la fin de la saison, on a réussi à récupérer 3-4, le club a joué un rôle fondamental là-dedans. Et donc, c'est toutes ces histoires-là qu'on va conseiller à nos annonceurs de mettre en avant, parce que ce qu'on a capté, c'est que c'est hyper terre-à-terre ce que je veux dire, mais les gens aujourd'hui aiment les contenus qui font pousser la petite larmichette, qui montrent qu'on sert en local et qu'on va servir à quelque chose. Et donc, du coup, c'est bête, mais dire à un annonceur, ne parlez pas de ce que vous faites pour le club, mais mettez en avant les clubs que vous soutenez et on verra naturellement. On en revient à ce que je disais au départ, ça reste une question de visibilité dans le métier que je fais. Ok, et peut-être pour amener un éclairage un peu différent, tu parles malgré tout de gros annonceurs, mais à une échelle différente. Tanguy, toi, maintenant que vous avez une grosse année de recul avec les premiers sponsors signataires du Pledge, est-ce que tu as des exemples à nous donner de choses qui concrètement ont changé ? Parce que
quand on fait du plaidoyer, on peut toujours signer une tribune, on peut toujours dire qu'on va faire ça dans X années, etc. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand ça se transforme en action concrète. Toi, est-ce que encore une fois, on reste c'est la fin de journée, on a besoin de belles histoires, on a besoin de. Est-ce que tu as des exemples un peu concrets de choses qui sont passées avec les sponsors qui ont signé le pledge? Alors, ce qui est effectivement singulier quand on fait du plaidoyer, c'est qu'on part sur un engagement et derrière, il faut amener toute la machine avec nous. Et la machine du sport a une inertie énorme. Donc on fait aussi de l'éveil, on éduque sur ces sujets-là. Aujourd'hui, ça va faire 1 an qu'on a eu nos premiers signataires. Et là, avec François, on est en train de concrétiser la première fédération et gros sponsors. Donc l'un des sponsors qui a signé ce pledge, hein, il y en a 5 à date. Il y a Accor, EDF, Orange, Sodexo et Randstad. Et donc là, on est en train de formaliser ce premier contrat. Et donc le but de ce contrat, c'est de mettre la clause dont je vous parlais, cet indicateur de performance. J'espère pouvoir vous dire dans les prochaines semaines, vous révéler le nom de cette fédé et que ça c'est une action très concrète parce que le financement va être conditionné. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir justement toute l'inertie. Et en fait, on voit les besoins qui sont fondamentaux pour amorcer cette transition. Et il y a un point que je voulais aborder qui est assez intéressant, c'est qu'on a discuté avec certains ministères et en fin de compte, il n'y a aucune enveloppe budgétaire qui va être accordée à la transition dans le sport. Il ne va pas y avoir d'aide particulière pour aborder ce sujet-là. Et donc, en fait, ce pledge-là, il amène une certaine notion, c'est est-ce que le sport va devoir s'autofinancer, va devoir autofinancer cette transition. Et donc, qui va payer cette transition? Et donc, on amène via ce pledge des premières pistes. Est-ce que ce n'est pas le sponsor qui doit payer cette transition? Est-ce que les actions de transition, elles doivent être payées par l'ayant droit? Est-ce que c'est une contrepartie d'un niveau de sponsoring? En fin de compte, je pense qu'on fait un travail là, de défrichage et on source énormément de besoins via ce pledge finalement. Et c'est là où justement ça fait aussi un peu le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, et ça me permet de te poser la question, quel est dans la définition initiale, je parlais d'influence, quel est le rôle finalement d'un cabinet d'audit ou de commissariat aux comptes pour influencer vos clients, qui peuvent être des sponsors, des partenaires potentiels, à faire de l'impact? Parce que finalement, tu as parlé un peu comment vous le faisiez à votre niveau et comment vous utilisez ce levier du sport en interne. Mais maintenant, vous avez une fonction de conseil, d'accompagnement. Comment vous pouvez influencer vos clients sur le sport et notamment pour avoir un sport à impact? Alors, tu sais que le mot influence, il est interdit dans notre métier. Hein. Mais aujourd'hui, en fait, tout se mesure. Et notre métier est un métier à la base de mesure. Donc quand on dit qu'on mesure l'impact, il y a une volonté d'un chef d'entreprise de dire tiens, j'ai envie d'impacter sur l'inclusion, sur l'écologie, sur peu importe. Donc ça veut dire très bien, si tu veux le faire, comment tu vas le faire et comment est-ce qu'on va le mesurer? Et donc notre métier, c'est aussi d'accompagner aujourd'hui nos clients. Et tu parlais tout à l'heure il va falloir qu'on les accompagne sur l'écologie. Effectivement, il y a des sujets aujourd'hui. Est-ce que si on prend le cas de club de sport dans l'univers professionnel, est-ce que c'est à la mairie, parce que la plupart du temps, il n'y a aucun club qui détient son enceinte sportive, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est à la mairie, aujourd'hui, de dire à partir de demain, le palais des sports, il faut qu'il soit éco-conçu, il faut qu'il soit en consommation basse carbone, il faut qu'il utilise d'autres technos, ou est-ce que c'est au club utilisateur, donc pour le palais des sports, l'ATP et l'Open 13 et le club de basket avec Foss qui vient jouer 5-6 matchs par an, qui doit intégrer cela? Est-ce qu'ils doivent intégrer dans leurs impacts, dans la mesure ce qu'on appelle de scope 1, 2 ou 3, dans le scope 3, cette mesure-là, ils doivent faire des financements spécifiques, mais le sport, c'est quand même des entreprises qui malheureusement n'ont pas toutes des financements extensibles, sont souvent aussi en développement parce qu'il y a une personne, un investisseur, un chef d'entreprise qui a une envie, une volonté, et donc qui met souvent sur des fonds propres ce développement-là. Et donc nous, notre rôle, c'est de dire, si tu as envie de travailler sur cette logique d'impact,
on va essayer de t'accompagner, 1, sur les indicateurs, 2, sur la mesure, et 3, après sur la trajectoire. Parce que aujourd'hui, se dire j'ai envie de travailler sur l'inclusion, sur l'environnement, sur la gouvernance, surtout, c'est le meilleur moyen de mal faire ou de ne pas faire. Donc il y a plutôt une politique à avoir de trajectoire et de se dire si on veut travailler sur l'écologie, très bien, on va peut-être travailler d'abord sur, déjà on va faire un premier bilan. C'est dire, ok, c'est quoi ton bilan carbone d'un événement sportif? Ensuite, à partir de là, c'est dire comment est-ce que tu peux réduire ton bilan. Et comment est-ce qu'on peut réduire le bilan? Est-ce que c'est sur la consommation d'eau? Est-ce que c'est sur l'accès à ton enceinte sportive? Est-ce que c'est sur la consommation électrique? Peu importe. Mais notre rôle, après, c'est de les accompagner, 1, sur les choix, 2, sur la trajectoire, la mesure, de façon à ce que cette vision-là soit partagée, soit mesurée, parce que qu'on le veuille ou non, en dehors d'une volonté initiale de dire j'ai envie que mon club soit le plus efficient et le moins polluant, un jour ou l'autre on va demander des comptes. Et si ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre qui va le demander, parce que plus ça va, moins on va accepter un discours d'intention. On va demander de plus en plus d'avoir des preuves. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. On va demander à avoir des preuves d'amour à ces clubs-là, de dire sur l'impact environnemental, oui, j'ai réduit ma consommation d'eau de temps en l'espace de X mois ou X années. Et donc, toi, est-ce que dans ton opinion, par exemple, des réglementations européennes type CSRD qui sont en train d'arriver et qui donc amènent beaucoup de contraintes, mais en même temps pas mal d'opportunités puisque ça force les entreprises, alors c'est les entreprises d'une certaine taille pour l'instant, et avec des échéances dans le temps assez longues selon la typologie d'activité et de taille d'entreprise, mais ça force à se poser des questions qu'on ne se posait jamais avant. Est-ce que tu vois ça comme une opportunité aussi pour le sport, puisque maintenant les sponsors et les gros financeurs du sport vont être confrontés à ça, et pour aller dans le sens de ce que disait Tanguy, finalement, ils appliquent ça à tous les pans de leur activité, pas uniquement leur corps métier, enfin le cœur de leur activité, mais aussi toutes les activités comme les partenaires. Tu as raison, hein, tu l'as dit, la notion de CSRD, hein, donc il y a un texte européen qui s'implique de facto à toutes les entreprises européennes. Donc il y a au moins 50 000 entreprises, y compris les entreprises du sport, qui sont impactées par cette nouvelle réglementation. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club sportif professionnel, dans des sports majeurs comme le foot et certains dans le rugby, dépasse les seuils. Donc de facto, ils doivent déjà s'imposer cela. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire que quand vous êtes aujourd'hui partie prenante d'un sponsor comme Groupama, si vous êtes un fournisseur de Groupama, vous allez être dans l'obligation dès l'année prochaine de sortir des indicateurs clés de performance pour que le rapport de Groupama permette de respecter ses propres critères. L'avantage, c'est que le cadre est en train d'être donné sur les critères environnementaux, il y en a 7, sur les critères sociaux, il y en a 4, et sur les critères de gouvernance, il y en a 1. Après, il va y avoir des normes qui vont être très spécifiques à certains secteurs, mais au moins on a ce cadre-là. Et donc, de facto, soit vous êtes une grande entreprise, un club de sport, et donc vous allez être dans cette réglementation-là, soit vous êtes client et surtout fournisseur de ces entreprises-là, et comme vous êtes fournisseur de ces grandes entreprises-là, vous êtes obligé de vous retrouver dans ce cadre-là. Alors, soit vous êtes vous-même, vous appliquez la norme CSRD, soit on va vous l'imposer, et donc de facto, vous allez être obligé de ressortir des indicateurs clés de performance pour que Groupama puisse continuer demain à être votre sponsor. Peut-être pour illustrer ça aussi avec un exemple dans le sport, et encore une fois, ça date de la semaine dernière au congrès des entreprises à mission, où il y avait le président de la Fédération française de rugby qui disait qu'il voulait faire de la FFR la première fédération à mission en France. Et il donnait comme exemple le fait qu'ils avaient mis en place un scoring avec une quarantaine de critères, donc c'est beaucoup de critères, hein, ça se rapproche un peu de la CSRD, et qu'ils allaient lier les initiatives de leur fonds de dotation et la labellisation de ces clubs, qui sont des clubs amateurs, à tous ces critères. Ce qui veut dire que de plus en plus, le fléchage des subventions, des financements, va être lié à un scoring. Et Tanguy, je reviens vers toi, mais c'était aussi une des choses que vous essayez de pousser énormément avec le pledge. C'est-à-dire qu'au-delà de dire on s'engage à faire ça, la volonté derrière tout ça, c'est aussi de changer le fléchage des financements. Ouais.
Tout à fait. Et donc je rebondis sur ce que tu as dit, Mathieu. Va y avoir une exigence de transparence de plus en plus importante. Et je pense que ça va nous permettre de sortir justement du sport washing qui, je pense, est à son maximum ces dernières années. Et justement la FFR est en train de prendre un virage assez fort parce que sur la Coupe du Monde de rugby c'était quand même Total un des principaux sponsors et donc toute l'intention de ce pledge et toute la vocation de ces histoires de certification et d'audit, c'est de flécher les capitaux vers les meilleurs faisants. Aujourd'hui, demain, il faut que si vous êtes le club de Ligue 1 qui soit le plus performant sur un volet environnemental, vous êtes ce club qui est le mieux financé. Vous allez permettre au final sur un scope 3 pour vos sponsors de réduire leur empreinte carbone. Et donc c'est les mêmes mécaniques au final qui sont en train de se mettre en place dans la finance, où on investit le plus dans les startups à impact, dans les startups qui peuvent prouver justement cette capacité de réduire l'empreinte carbone d'entreprise, d'activité, etc. Et donc oui, c'est ça la vocation, c'est vous êtes un bon candidat, vous réduisez vos empreintes carbone, vous êtes mieux financé qu'un club qui ne le fait pas du tout et qui regarde pas là où il faut regarder finalement. C'est important de noter aussi que les banques, à partir de 2025 ou 2026, elles-mêmes vont être obligées de faire un autre rapport dans le cadre de la CSRD pour justifier des investissements qu'ils sont en train de faire. Ouais. Ce qui veut dire que les entreprises aujourd'hui, à partir de l'année prochaine, quand elles vont demander un fléchage de financement, elles vont être dans l'obligation de dire, écoute, nous, on a envie de travailler sur le critère environnemental, sur le critère sociétal ou sur le critère de gouvernance. Si ça ne rentre pas dans leur matrice à elles, un jour ou l'autre, les boîtes auront soit plus de financement, soit seront obligées d'aller sur des financements autres, avec soit des taux d'intérêt différents, soit avec des nouveaux acteurs qui viendront sur le marché en disant on viendra financer des entreprises qui n'ont soit pas la capacité de sortir des indicateurs, soit qui ne sont pas dans les bons indicateurs, et ça entraînera d'autres conséquences également. Mais là, les banques aussi, elles sont en train de sortir tous leurs nouveaux indicateurs et surtout tous leurs nouveaux produits de financement, parce qu'elles vont être dans l'obligation d'elles-mêmes faire un autre bilan, qui est le bilan de leur propre financement. Et peut-être pour rester dans le champ financier, mais à une échelle complètement différente, je me tourne maintenant vers toi, Nicolas. Quand on a préparé le panel, tu m'avais dit, nous, en fait, de par nos contraintes, on est sobre by design, mais du coup, ça a des impacts positifs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, et notamment sur des choses bassement terre à terre, même de trésor? Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ce que tu entendais par ça? Complètement. On a beau être un gros club en termes de licenciés au niveau de la ville de Marseille, avec quasiment 500 licenciés en cumulé. Il se trouve qu'on compte les sous, on compte les pièces. Une équipe qui se déplace, c'est 50 joueurs. Donc dès qu'on a une qualification sur un tour de play-off, qu'il faut se déplacer à Bordeaux, vous imaginez bien les frais que ça peut engendrer. C'est des variables dont on est dépendante. Et donc ces choix-là sont imposés à nous. C'est plus des contraintes effectivement, et typiquement quand on voit la technicité d'un maillot, contrairement à l'autre football marseillais où on aura la capacité à produire parfois jusqu'à 4 maillots pour une seule saison et renouveler ça de saison en saison, nous au Blue Star, un maillot va avoir une durée de vie 6 ans carrément. Il va être utilisé par les élites, puis après par la réserve, puis après par les plus jeunes. On est conscient aussi que notre sport est coûteux. Un équipement en moyenne, casque, épaulière, on va être aux alentours des 500 € et c'est pas donné à tout le monde. Autant vous dire que 500 € dans le 13e, 14e, c'est pas forcément les investissements qu'on souhaite faire. Et donc là aussi, on a réussi à changer la tendance. Ce qui était avant une dépense pour nos licenciés sur des acteurs externes, type Decathlon ou des vrais fournisseurs d'équipements, c'est devenu pour nous une source de revenus, puisqu'on a trouvé via des dotations du matériel de qualité qu'on va en fait louer à la saison à des tarifs très attrayants, voire des fois les sous-louer d'une manière quasi gracieuse pour que l'achat d'équipements ne soit pas un frein à la pratique dans un premier temps. Ça, c'est le côté vis-à-vis du licencié pour l'inciter à mettre le pied à l'étrier. Et ce qui va devenir aussi intéressant pour nous, dans notre responsabilité en tant qu'organisateur, c'est qu'on va permettre d'avoir à nos jeunes du matériel de qualité, là aussi, avec du matériel à la taille, qui soit bien configuré, bien réglé, limiter drastiquement les risques de blessures, qui sont conséquents dans le foot américain, mais contrairement aux clichés aussi, il y en a moins que dans le handball ou le rugby traditionnel. Donc là aussi, c'est des choses intéressantes.
Et puis sur le merchandising, on se rend compte qu'on a cette nécessité de diversifier nos revenus en allant chercher justement ces fameux goodies qui n'en sont plus, dans le sens où on ne produit pas des stocks pour pouvoir après les brader en fin de saison quand c'est en invendu, avec bien sûr une trésorerie qui est immobilisée. Mais là, on va plus travailler, toujours dans la notion de partenariat, sur en fait du versement de royalties, négocié bien évidemment, et qui vont nous permettre de proposer une vraie diversité de produits, de tester les produits les mieux adaptés en fonction de nos cibles, et là aussi de générer des revenus à moindre frais, sans bloquer le moindre euro pour le bon développement du club. Il faut savoir qu'à notre échelle, on a des joueurs qui vont parfois même participer aux frais de déplacement, aux frais d'hôtel lorsqu'ils doivent se déplacer sur une nuit, même s'ils sont en élite, même s'ils font partie du top 3 français. Donc on se doit derrière d'avoir cette responsabilité-là et clairement, l'euro que notre sponsor va mettre dans le club, il ne va pas servir à produire des bâches, il ne va pas servir forcément à payer des petits fours. Il y en aura, bien évidemment, mais là aussi, on va essayer de fonctionner sur de la contre-prestation, du contre-échange, pour vraiment mettre la dépense là où le club et les licenciés en ont besoin. Et je rejoins juste Nico sur les 50 dernières secondes, je vais essayer de pas tout prendre, mais sur l'usage des maillots dans le sport amateur, c'est une vraie vérité, puisque nous on le voit, on a des clubs qui ont des sponsors qui ont disparu, qui n'existent plus sur certains maillots tellement ils sont vieux. Donc c'est aussi une promesse qu'on va apporter à nos sponsors, c'est de leur dire vous n'allez pas vivre juste une saison sur les maillots, mais vous allez pouvoir vivre 2, 3, 4 saisons. Et effectivement, il y a des clubs qui changent de maillot tous les ans, mais c'est assez rare. Et je voulais rebondir sur un truc qui avait été dit tout à l'heure, c'était sur le sport washing. Nous, justement, on a une politique commerciale qui est assez forte, c'est qu'on impose des minimums de commandes, donc ça va entre 50 et 100 clubs en fonction du sport, puisque en rugby, c'est beaucoup plus cher qu'en football, pour justement éviter, et l'argument, il est, on veut pas que vous fassiez, que vous disiez partout que vous êtes un partenaire du sport amateur et que vous ne fassiez pas plus que le garage du coin. Et donc, en fait, on essaie d'imposer ça. Et dernier point sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de la fédération de rugby. À titre personnel, je trouve que c'est un véritable ovni. Florian Grill est une personne absolument extraordinaire qui vient avec une perception et une vision complètement différente de ce qui se fait dans les autres fédés. On est loin, très très loin, du fait que ça aille dans les autres fédés, je pense, à ce niveau-là. Parce que lui, c'est un personnage assez différent des autres. Voilà, c'est juste pour conclure là-dessus. Et peut-être pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde, mais on a beaucoup parlé, aussi surprenant que ça puisse paraître pour une heure aussi tardive, de chiffres, de normes, etc. Il y a aussi des choses qui ne se mesurent pas. L'impact, on en a parlé un petit peu dans l'ancrage territorial, dans le vivre ensemble, dans le lien social. Et donc moi, comme conclusion, je voudrais simplement vous demander un peu une forme d'idéal. Et c'est vraiment en 1-2 phrases, mais quel est l'impact que vous aimeriez voir et qui ne se mesure pas forcément. C'est-à-dire, et peut-être que pour le commissaire aux comptes, ça va être un peu plus compliqué, mais on ne répétera pas cette conversation en dehors de ce cercle. En gros, quelle serait la chose non quantifiable que vous aimeriez voir? Et pour illustrer ça, c'est aussi un propos que j'ai beaucoup aimé la semaine dernière et que j'utilise par ailleurs beaucoup dans mes activités, qui est que dans le vivant, par exemple, on utilise, dans le sport, on parle beaucoup de performance, de compétition, c'est un peu le nerf de la guerre, sauf qu'en fait, dans le vivant, 80% des activités, c'est de la coopération, il n'y a que 20% de compétition. Et donc, c'est juste un propos pour illustrer, vous, dans tout ce que vous faites, en 2 phrases, quel serait votre idéal d'impact non mesurable, pour ouvrir un petit peu? Moi, je peux commencer parce que je l'ai. J'avais même pas préparé la question, mais en fait, je l'ai de manière hebdomadaire. En fait, j'ai la chance de faire un métier qui est extraordinaire parce qu'il ne se passe pas une seule semaine sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse me dire on adore ce que vous faites, c'est génial, pourquoi on n'y avait pas pensé avant et tout. En fait, juste ce petit truc, moi, c'est absolument non quantifiable, mais c'est juste un véritable kiff au quotidien. Et je disais à mon père, pas plus tard que ce week-end, qui se plaignait en me disant mais t'as vraiment pas une rémunération de fondateur d'entreprise et tout. Il était très énervé contre ma rémunération. Je dis mais oui, un jour je me mettrai 30 000 par mois, ça arrivera, je pense, d'ici 6 mois. Mais en réalité, mon vrai kiff, il est là, c'est rencontrer des gens qui, même quand on me signe pas une OP, on me dit c'est génial, mais on peut pas. Ouais, bon, là j'aime un peu moins, mais et donc en fait, pour moi, c'est ça le véritable truc non quantifiable dans mon taf au quotidien, c'est cette satisfaction de se dire l'impact il existe si les gens kiffent, il y a un moment où ça agit. Est-ce qu'il y a d'autres inspirés? Je l'ai aussi. C'est vrai que tu n'avais pas posé cette question. Non, il fallait que je garde des surprises. On ne peut et pas tout scripter. Et je vais
pas forcément parler du pledge parce qu'il est très quantifiable justement, mais il y a un concept que j'aime bien faire émerger, et notamment dans le sport, et on va l'aborder rapidement, mais vous irez regarder tout ce qu'il y a autour, c'est le concept d'ombre climatique. Et en fin de compte, le sport a une capacité énorme d'avoir une forte ombre climatique. Et en fin de compte, l'ombre climatique, ce n'est pas du tout la même chose que votre empreinte climatique, empreinte carbone. C'est plutôt votre capacité à amener des gens dans vos changements. Exemple, vous réussissez parce que vous adoptez des habitudes, par exemple, véganes, et vous réussissez à faire adopter à 4 personnes autour de vous ces habitudes de véganisme. Votre ombre climatique grandit. Et donc, en gros, moi, mon souhait, c'est que le sport saisisse cette opportunité de dingue qu'ils ont d'avoir une ombre climatique grosse, et que demain, à un début de compétition en montagne, on ait un endroit de sensibilisation autour de cet endroit, qu'on ait parfois peut-être des prises de parole de personnes engagées, inspirantes, justement à ces gros moments d'audience, que peut-être certains athlètes, quand ils ont le micro tendu à la fin du match, parlent d'un geste qu'ils font. Enfin, on a tous vu Cristiano Ronaldo qui virait sa bouteille de Coca-Cola sur la table, ça a fait le tour du monde. Mine de rien, je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui ont dû peut-être réfléchir à l'impact du Coca-Cola qu'il y avait sur leur corps. Et en fait, c'est ça le pouvoir qu'a le sport, c'est d'avoir une des plus grosses ombres climatiques dans notre société. Alors, je ne sais pas qui de Mathieu ou Nicolas. Allez, je prends le relais, Mathieu, effectivement, pour conclure. L'impact qu'on peut voir, c'est tout simplement dans ce qu'on réalise. Quand un partenaire qui vient par curiosité, qui n'est pas encore partenaire, voir un sport qu'il n'a jamais vu de sa vie du haut de ses 40, 50 ans, et que avant même la fin de la saison, voire même un mois après, il vient avec 2 autres clients à lui qui deviennent potentiellement des partenaires pour un club qui, encore quelques années, n'était même pas connu de nom ou de notoriété. Pour moi, justement, ça montre que l'impact progressivement arrive. Et là aussi, quand on voit d'autres clubs qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on peut faire, qui vont pas copier, mais vont reprendre un petit peu ce qu'on a mis en place parfois il y a 2-3 saisons, ça nous réconforte sur le fait qu'on est vraiment dans un jeu collaboratif ensemble, qu'on doit avancer ensemble et pas chercher à se concurrencer. Donc voilà. Mathieu, toute l'audience attend. Alors, je ne vais pas vous parler de chiffres, je ne vais pas vous parler de normes. On a une initiative qui s'appelle les Olympiques. C'est justement comment est-ce qu'on rallie l'environnement du sport avec l'environnement entrepreneurial, avec toujours une conférence inspirante, et ensuite une session sport. Et en fait, c'est ça, moi, qui me plaît. C'est quand on dit aujourd'hui, en session 3, on était au RCT, tu mélanges des clients, tu mélanges des collaborateurs, tu vois des sourires, tu vois des clients qui percutent les collabs et qui disent « Ouais, lui, la semaine dernière, je m'en souviendrai ». Et en fait, que tu crées un écosystème. Je trouve que penser une entreprise aujourd'hui comme un membre d'un écosystème et faire participer ses clients, ses fournisseurs, qui en fait ne sont pas des fournisseurs, mais qui sont des partenaires, et ça va dans les deux sens, je trouve que ça, c'est beau. Et à n'importe quelle échelle, que tu sois une petite entreprise, grande entreprise, avoir cette vision écosystémique, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Eh ben, le mot de la fin sera écosystémique. Et franchement, c'était pas scripté. Non, mais c'est une très belle conclusion pour ce qui est du partenariat à impact. C'est ancré dans un territoire, c'est lié à toutes ces parties prenantes, et donc lié au vivant, et donc écosystémique. Merci.